Bonjour, pourriez-vous vous présenter votre parcours professionnel, vos études? Volontiers. Euh, les études que j'ai faites sont en psychologie, euh, une double formation par une école qui s'appelle l'école de psychologue praticien, et en parallèle une licence, puisque à cette époque la maîtrise n'existait pas encore, suivie d'un troisième cycle en psychologie. Voilà pour les études. Ma carrière est tout entière orientée vers le recrutement, puisque j'ai commencé par travailler dans un cabinet qui était important à l'époque, qui était Bernard Krief, et j'en ai été d'ailleurs le directeur général assez rapidement. Et ensuite, j'ai créé ma propre structure, Chantal Baudron SA, en 1980. Donc je me flatte d'avoir 32 ans d'existence, ce qui est un record assez exceptionnel dans notre profession. Je pense que je suis le créateur, fondateur d'une société de conseil en recrutement, la plus ancienne encore à la tête de son entreprise. On a les records qu'on peut et je suis assez fière de celui-là. Et vous l'expliquez comment? Eh bien, j'ose penser que c'est grâce à la qualité de notre travail, puisque cela nous a permis, par la fidélité de nos clients, de passer beaucoup de crises que nous avons connues durant ces 3 décennies. Beaucoup de mes confrères ont disparu. Et comme nous sommes toujours là, j'en tire un peu une vanité de dire que nous avons suffisamment bien travaillé pour mériter la confiance de nos clients et être toujours là. Est-ce qu'il y a une spécificité de votre entreprise? De quel point de vue? Eh ben, professionnel, est-ce que votre méthodologie ou Ah, votre... je comprends votre question, oui. Alors écoutez, nous disons volontiers que nous avons une valeur ajoutée, et c'est peut-être celle-là qui nous a aidés à traverser toutes ces décennies. La valeur ajoutée, je la définirais euh, comme étant celle-ci. Dans le process de recrutement, il y a au fond 2 temps. Un temps pour trouver les compétences et un temps pour évaluer les personnalités. Et la tendance de l'évolution un peu de notre métier, c'est de se contenter de trouver des personnes qui ont les savoir-faire, c'est-à-dire les compétences professionnelles, et de s'arrêter là. Et je pense qu'un recrutement réussi, c'est de faire ça, bien sûr, c'est un prérequis, c'est tout à fait indispensable, mais aussi et surtout d'évaluer la personnalité, d'analyser le style managérial, les motivations des candidats, les valeurs aussi. Pourquoi? Pour s'assurer que cette personne saura s'intégrer, saura s'adapter à la culture de l'entreprise cliente. Et quand on analyse les échecs, on se rend compte que c'est rarement une absence de compétences, mais presque toujours un problème d'adaptation. Donc mon cabinet a toujours, de par ma formation de psychologue et des 4 psychologues qui sont dans ma structure, sur les 11 consultants, toujours insisté sur cette dimension évaluation, qui pour moi est vraiment tout à fait indispensable. Et peut-être est-ce cette valeur ajoutée qui nous a permis d'être toujours là. Alors concrètement, comment on peut évaluer ce genre de choses? Oui. Alors, nous avons, bien sûr, notre process s'appuie sur l'entretien. Nous en faisons 2. Un centré sur la vérification des savoir-faire et un autre centré sur le savoir-être, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, personnalité, motivation, style de management, valeurs. Et nous sommes aidés aussi dans notre réflexion par une graphologue qui est intégrée dans notre équipe et qui nous éclaire sur telle ou telle dimension de la personnalité. Et enfin, et surtout, nous faisons un contrôle de référence très approfondi qui est de type 360 degrés. Ça veut dire que nous interrogeons à minima 3 hiérarchiques, 3 pairs, des gens du même niveau, et 3 collaborateurs. Et quand on fait ces interviews sérieusement, c'est-à-dire qu'ils doivent durer à minima 30 minutes, une demi-heure, je crois que nous avons là les moyens de vérifier la performance, d'une part, parce que les candidats enjolivent les résultats qu'ils ont obtenus, c'est bien naturel, et également nous apprenons beaucoup sur la personne, sur la façon dont il a managé ses collaborateurs, la façon dont il s'est comporté, et aussi quelque part un peu ses valeurs. Et ça nous aide à affiner notre recommandation. Donc ça dure, j'imagine, très longtemps pour faire Le rencontrer toutes contrôle, ces personnes. le contrôle de référence, nous le faisons seulement pour les personnes que nous présentons à notre client. Donc c'est-à-dire 3 ou 4 personnes.
C'est au final. C'est pour les finalistes. Et donc, c'est des recrutements qui prennent comme plusieurs semaines, plusieurs mois. Ah oui, un process de recrutement, nous travaillons qu'au niveau de la population cadre, euh, middle management et top management, et un recrutement dure 8 à 10 semaines. Et vous faites des tests psychologiques, quotient émotionnel ou des choses comme ça? Oui, alors nous sommes, de par notre formation, habilités à utiliser les tests, bien sûr. Alors nous les avons abandonnés, si je puis dire, même si on en a fait il y a longtemps, dans le process de recrutement proprement dit. Parce que le recrutement aujourd'hui est devenu, je ne parle pas des jeunes débutants bien sûr, mais des personnes confirmées dans leur expérience, est devenu un recrutement, non pas de sélection, mais de chasse. Ça veut dire qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont en place. Et donc, intégrer des tests est un tout petit peu difficile dans, vous voyez, dans ce process-là. Donc nous avons abandonné, non pas parce qu'il n'était pas performant, mais parce que ça ne se prêtait pas bien. Vous voyez, il faut d'abord convaincre la personne qu'elle doit changer ou que cette opportunité est intéressante pour elle. Donc c'est difficile d'intégrer des batteries de tests. Mais en revanche, nous les avons gardés pour d'autres types de produits que nous avons pour nos clients, qui sont, par exemple, vous voyez, un client peut avoir des candidatures spontanées, mais il hésite à choisir un candidat, lequel, etc. Donc il peut nous demander d'évaluer, et à ce moment-là, c'est plus facile de faire passer des tests. Ou bien aussi, si notre client a le désir de promouvoir quelqu'un au sein de son entreprise ou de le muter à une autre fonction, il veut s'assurer que cette personne est bien la bonne personne et nous demande de l'aider dans un process d'évaluation. Et dans ce cas-là, nous pouvons utiliser les tests. Donc quand vous cherchez, c'est souvent chez le concurrent tout simplement, dans le même type de marché, le même type de... Alors, c'est une tendance assez française, je dois dire, et parfois on peut le regretter parce que ça limite les cibles. Alors, ce n'est pas le concurrent. Quand on définit un poste avec notre client, ensemble, nous réfléchissons à ce que nous appelons les entreprises cibles. Alors, c'est vrai que souvent, le cœur de cible, c'est-à-dire par exemple une dizaine d'entreprises, ce cœur de cible est constitué d'entreprises qui se trouvent dans le même univers professionnel que notre client. Mais souvent, comme nous connaissons bien le marché, si nous trouvons que ce cœur de cible est un peu étroit et que nous ne sommes pas sûrs d'y trouver la bonne personne, nous lui recommandons de considérer, vous voyez, on procède par cercle concentrique, et donc de regarder une autre cible d'entreprise qui sera moins proche, mais qui aura quand même peut-être au moins un paramètre commun avec son activité. Et donc vous allez, vous les abordez comment Les candidats? Oui, les candidats. Oui. Alors les choses ont beaucoup évolué dans le métier de la chasse. J'aime pas ce mot parce que je trouve très réducteur, mais c'est celui qui est utilisé. Nous étions amenés dans les années passées, avec nos chargés de recherche, à faire un travail important et assez fastidieux d'identification. C'est-à-dire qu'une fois qu'on partait de ces entreprises cibles, on se disait, bon, maintenant, il faut qu'on trouve, par exemple, le directeur de marketing de cette entreprise. On ne connaissait pas nécessairement. Et donc, notre chargé de recherche, à travers des petits scénarios du type je voudrais écrire à votre directeur de marketing, voulez-vous me rappeler son nom parce que je voudrais l'inviter à une table ronde, vous voyez, de ce genre de choses. On obtenait le nom, ensuite il fallait appeler la personne, il n'y avait pas internet, etc. Et c'était difficile à le joindre par téléphone. Voilà. Alors tout ça est remarquablement simplifié par l'existence des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, presque tous les cadres ont leur CV en ligne sur Viadeo, sur LinkedIn, et donc nos chargés de recherche vont, par des systèmes d'interrogation, trouver les personnes qui correspondent au cahier des charges de notre client, et on va pouvoir le solliciter facilement puisqu'on aura ses coordonnées. Alors à cela s'ajoute le fait que nous avons aussi bien sûr notre propre base de données, bien sûr de candidats, qui est la somme de toutes les personnes que nous avons rencontrées, qui nous ont écrit, etc. Et ça apporte souvent une solution à notre problème. Il ne faut pas se contenter de ça, mais c'est déjà une bonne base. Le manuscrit est encore important? Oui, pour l'analyse graphologique. Donc c'est-à-dire... Sinon, tout le process aujourd'hui se fait par mail. Hein. On ne reçoit plus de documents de papier, c'est fini. Et tout notre traitement derrière aussi se fait de manière informatique. Notre base de données, les CV sont engrangés, etc. En revanche, on continue de demander aux finalistes en particulier une lettre manuscrite à des fins d'analyse graphologique. Et la graphologue, elle travaille ici? Oui. Enfin, elle est consultante? Pas que pour nous, non. Elle ne travaille pas pour nous, mais elle nous est attachée. Ça veut dire que ça fait 20 ans qu'elle travaille avec nous et qu'elle vient, selon les cas, 2 à 3 jours par semaine.
Et son poids est parmi d'autres critères ou est-ce Oui, que... c'est-à-dire que c'est le consultant qui est maître de la situation et c'est lui qui va décider de présenter ou non un candidat à un client, en fonction évidemment d'un très grand nombre de paramètres. Il n'y a pas seulement la personnalité, comme vous pouvez l'imaginer, il y a aussi ce qu'il sait faire, ses performances, etc. Mais on va interroger notre graphologue parce qu'après l'entretien ou les entretiens qu'on a fait avec le candidat, on peut avoir nous-mêmes des interrogations sur telle ou telle dimension de la personnalité. Donc ça nous est agréable de pouvoir nous tourner vers la graphologue et lui demander son point de vue de graphologue par rapport à telle ou telle dimension. Vous êtes spécialisé dans certains domaines d'activité? Alors nous nous définissons comme un cabinet généraliste avec des spécialités. Et dans ces spécialités, il y a la mode, le luxe, la beauté, l'alimentaire, la santé, l'électronique grand public et le digital. Voilà les principales. Mais nous pouvons travailler pour une PME dans la mécanique au fin fond de la province française. Plutôt des grandes entreprises tout de Non. même. Alors j'ai choisi parce que mon cabinet n'a pas une taille internationale comme certains grands confrères qui sont implantés dans tous les pays importants du monde. Donc moi j'ai choisi plutôt la cible de ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui vont bien, si je puis dire, avec notre propre taille. D'accord. Et alors, comment vous voyez aujourd'hui l'évolution du marché dans votre domaine? Alors quand vous dites mon domaine, c'est Dans mon vos deux... métier de conseil en Oui, recrutement. oui. Voilà. Alors, déjà, j'ai un peu peur pour 2013, pour dire vrai, parce que je trouve que la France est un peu malade. Et nos chefs d'entreprise n'ont pas un moral très brillant, en tout cas pas un moral de conquête, ni de création, ni de projet, parce qu'ils sont un peu sous le choc ou dans l'attente des lois fiscales qui vont sortir, donc ils sont un peu préoccupés. Et je suis un peu préoccupée aussi parce que beaucoup pensent à déménager leur état-major dans d'autres pays. Voilà, donc je trouve que l'année 2013 va vraisemblablement être une période d'attentisme et donc pour nous nécessairement de difficultés. Il y a des études qui ont été faites par la PEC, peu de chefs d'entreprise ont des projets de recrutement. Et malgré tout, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité alors où il y a plus de difficultés que d'autres? Alors vous savez, il faudrait que j'ai une part de marché beaucoup plus importante pour pouvoir vous répondre savamment sur ce sujet. Il vaudrait mieux interroger la PEC. Mais par exemple, il y a des métiers nouveaux pour lesquels il y a carence de candidats, il n'y a pas suffisamment de candidats, de pénurie de candidats, comme par exemple tout ce qui est autour du digital, et qui là est un marché porteur, on peut dire. Donc si vos jeunes étudiants qui sont vos auditeurs ou vos lecteurs, etc., s'interrogent, je pense qu'aujourd'hui, dans tous les métiers dans le digital, qui peuvent être des métiers extrêmement variés, qui peuvent être marketing, qui peuvent être orientés autour du web, qui peuvent être très techniques aussi pour la construction des sites, etc. Enfin, pour la communication digitale, pour les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de métiers. D'accord. Forte demande. Alors que d'autres secteurs sont moins... Oui, c'est-à-dire qu'on est dans un marché un peu de remplacement pour les autres secteurs, c'est-à-dire que quelqu'un s'en va, part à la retraite ou change d'entreprise pour le remplacer. Il n'y a pas beaucoup de création, vous voyez. Alors que là, il y a des créations. Nous avons par exemple assisté la grande transformation des sites de nos clients qui étaient d'abord des sites vitrines pour présenter leurs produits et qui, dans la plupart des cas, sont devenus des sites marchands. Et donc il a fallu recruter en interne des équipes pour construire, gérer ces sites, développer le business à travers le e-commerce, etc. Est-ce que vous auriez des conseils pour réussir son recrutement? C'est-à-dire du côté du candidat. Du quantité du... Oui, plutôt. C'est difficile, oui, parce que vous voyez, c'est un sujet un peu large, donc je ne sais pas. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de recette, c'est-à-dire que ce que je recommande à chaque personne, c'est de s'informer le plus possible sur les interlocuteurs qu'il va rencontrer, parce qu'un homme averti en vaut deux, donc je trouve que c'est important d'arriver avec de l'information, soit sur l'entreprise qui recrute, soit sur le cabinet, puisque le cabinet recrute pour une entreprise, voilà. Ensuite, en termes de comportement, je ne crois pas là non plus qu'il y ait de recettes, c'est-à-dire qu'il faut être naturel, on ne va pas se fabriquer un personnage au moment de l'entretien, mais il faut en même temps avoir le souci de se mettre en avant. Quand je dis en avant, ça ne veut pas dire ni mentir ni bluffer, mais ça veut dire quand même présenter ce qu'on a fait sous le jour le meilleur. Et j'ajouterais, parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu,
je pense que vos jeunes appartiennent un peu à la génération Y, c'est faire preuve de conviction, de passion. Je trouve que c'est très important. Se passionner pour l'entreprise Oui, auquel... quand il dit passion, ça peut pas, l'entreprise ils ne la connaissent pas, donc c'est un peu prématuré de parler de passion pour l'entreprise qui peut éventuellement les employer, mais dans leur voyez, dans leur fonctionnement, quoi. Conviction et passion, je trouve que c'est quelque chose qui peut manquer à nos jeunes. Alors après, il y a aussi des règles de savoir-vivre. Par exemple, nous voyons aujourd'hui, ce qui n'est jamais arrivé dans le passé, des jeunes accepter des rendez-vous, ou les demander eux-mêmes, et ne pas se rendre au rendez-vous, vous voyez. Alors ça, c'est pas bien. C'est pas bien et on leur en veut. C'est-à-dire chez vous, Oui. accepter un rendez-vous et ne pas venir. Et pas prévenir surtout. Et des jeunes qui sortent de Non, lui. parce qu'on ne reçoit pas de débutants, nous, pour la raison, les entreprises ne vont pas nous demander de recruter des débutants, elles peuvent le faire directement. Donc nous recevons des gens, on va dire 3 ans après la sortie de leur école d'université. D'accord, une première expérience professionnelle. Voilà. Et est-ce que vous voyez d'autres choses aussi flagrantes Non, il y a ce comportement un tout petit peu mal élevé. Alors autrefois, il y a 10 ans, j'aurais dit il faut qu'ils viennent avec une cravate. Je dis plus ça maintenant parce que le port de la cravate, oui, enfin, je veux dire qu'il y avait des consignes un peu vestimentaires. Parce que quelquefois, les étudiants sortent de l'université et ne se rendent pas compte de ce que sont les codes sociaux, les dress codes dans le milieu de l'entreprise. Donc on avait parfois des tenues un peu négligées. Mais aujourd'hui, par exemple, le port de la cravate, ce serait pas un bon conseil parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'en ont pas, c'est votre cas, et que c'est presque devenu ringard d'en porter une. Enfin bon, ça dépend des contextes. Dans la banque, ça continue à être quelque chose de plutôt encore traditionnel. Voilà. Alors, c'est être, vous savez, c'est l'éducation, c'est-à-dire être poli, être, voilà, tout simplement, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez, lors de vos différents recrutements, de votre expérience, fait recruter des docteurs, des personnes qui ont fait une thèse? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces expériences? Je ne suis pas sûre de les avoir représentées à l'esprit, mais pourquoi cette question spécifiquement sur les docteurs? Parce qu'on s'intéresse spécialement à ce Oui, sujet. oui. Alors, Est-ce que ça vous a marqué? Quelque chose vous a marqué? alors non, enfin, disons que ce qui s'est passé quand même, c'est que beaucoup de ceux qui avaient fait des doctorats, alors je parle en particulier en sciences, étaient des gens qui, a priori, avaient plutôt une vocation, enfin, dans leur fond intérieur, à devenir soit chercheurs, soit faire ou de l'enseignement universitaire, etc. Et puis, c'est souvent des convertis qu'on voit, c'est-à-dire des personnes qui après se rendent compte que ça peut parfois être une impasse, et donc se rendre compte que leur formation peut être utilisée peut-être par une entreprise et que leur avenir dans l'entreprise sera plus intéressant. On a eu des clients par exemple dans le secteur de l'instrumentation scientifique, etc., où on prenait beaucoup de post-doc, mais c'était ce que j'appelle des convertis, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas, en faisant leur doctorat, nécessairement l'intention d'aller en entreprise, mais qui, chemin faisant, ont découvert qu'il y avait des opportunités intéressantes pour eux. Voilà ce que je peux dire. À défaut. Pas à défaut, parce qu'ils se rendent compte que c'est plus... que peut-être c'était tout simplement dans leur tête un peu une mauvaise orientation, parce que c'était la droite ligne de leurs études, vous voyez, d'aller vers l'enseignement, vers la recherche, parce qu'ils sortaient d'un cycle d'études, et puis ils se disent, mais au fond, voilà, mon avenir c'est quoi? Ils se rendent compte qu'il peut être limité, ou ils ont vu des exemples de gens, CNRS, ou je sais pas, un peu dans des impasses. Et donc, tout d'un coup, c'est la découverte de l'entreprise. Ce que je regrette d'ailleurs, parce que c'est dommage que l'entreprise et l'université ne soient pas plus proches, parce qu'ils auraient pu en prendre conscience plus tôt. Et peut-être d'ailleurs qu'au lieu de faire des doctorats, ils auraient peut-être pu faire des formations plus pragmatiques, plus orientées entreprise. Et est-ce que vous savez s'ils ont réussi à s'intégrer Alors, j'ai pas de cas, Vous savez pas. sachant pas que vous allez me poser cette question, j'ai pas regardé, mais oui, je pense, et alors bien sûr, nous sommes là aussi un peu pour sélectionner, c'est-à-dire que nous essayons de voir justement les gens, les personnes dont la personnalité permettra de s'intégrer en entreprise. Il ne faut pas que ce soit des professeurs Nimbus. D'accord. Et ce diplôme, vous avez l'impression qu'il est assez mal valorisé en entreprise ou est-ce qu'on vous a demandé spécifiquement? Non, oui, il y a des fonctions pour lesquelles c'est important d'avoir ce background scientifique. Par exemple, si on est dans le domaine de la recherche et du développement dans les entreprises, il y en a aussi, on peut très bien
rechercher ça, vous voyez. Donc, Mais dans d'autres secteurs, un doctorat en économie, c'est peut-être pas indispensable. Il y a peut-être des masters plus spécialisés, plus intéressants pour l'entreprise, pour être opérationnel, vous voyez. et donc vous vous souvenez tout de même d'offres d'emploi, enfin d'entreprises on vous aurait demandé des postes, enfin des personnes ayant un doctorat C'était oui, pour c'était essentiellement dans des fonctions autour de recherche et recherche développement. et développement. Enfin, ce que j'ai connu moi en tout cas. D'accord. Merci. Je vous en prie.